Massé, directeur technique national et nouveau directeur général de la Fédération française de billard, nous reçoit dans les bureaux de Paris. Nous sommes venus ici pour parler des ETR, faire un petit point sur ce dossier. Donc ma première question pour Marc, c'est les ETR ont été créés à la Fédération, enfin le dossier a été ouvert à la Fédération en 2009. Où en sommes-nous, Marc? Alors effectivement, le dossier officiel, enfin la structure officielle de l'ETR à la Fédération française de billard a été produit en 2009 et diffusé à cette époque-là. Nous avons lancé ça en 2009 à la faveur d'une présentation à l'initiative de la Ligue des Pays de la Loire, qui a été la première à mettre en place ce dispositif en 2005, pour l'Olympiade 2005-2008. C'est de toute façon un dispositif qui est à mettre en place dans toutes les disciplines sportives. Il existe dans toutes les disciplines sportives. C'est un dispositif jeunesse et sport qui permet de structurer les ligues régionales dans chaque discipline. Donc nous avons mis en place la stratégie autour de l'équipe technique régionale en 2009. Nous avons fait connaître le dispositif à l'occasion des assemblées générales de fédération, auprès des ligues évidemment. Alors depuis, la Ligue de Bretagne a mis en place son ETR, la Ligue d'Île-de-France également. La Ligue du Midi-Pyrénées l'avait fait également avec un montage particulier pour avoir à disposition un moniteur au poste de coordonnateur. Alors pour l'instant, cette dernière ETR est en stand-by parce que le coordonnateur en question a changé de poste. Et plusieurs ligues ont étudié le dossier, fait voter le principe éventuellement ou en comité directeur de ligue ou en assemblée générale. Donc c'est quelque chose qui prend du temps parce que c'est très nouveau chez nous et on a besoin effectivement d'étudier les possibilités de mise en place d'une telle structure au sein d'une ligue régionale. D'accord. On a l'impression, sans être au cœur du dossier, que les ligues ont un petit peu peur d'aller sur ce terrain-là. Est-ce que tu vois pour quelles raisons il y a ces blocages? Oui, la difficulté principale se situe dans le fait de transformer un dirigeant de ligue bénévole en un employeur. Créer un poste de permanent, de coordonnateur permanent, ça a été l'obstacle de départ et c'est ce qui, à mon avis, a différé la mise en place de terre dans beaucoup de régions. Depuis, on a réfléchi à cette question. Il n'est pas urgent pour nous de créer des postes de salariés dans chaque ligue, loin s'en faut. Bien au contraire, on considère aujourd'hui que des solutions alternatives peuvent être mises en place avec des gens qui sont embauchés dans des contrats partagés. C'est le cas de la Bretagne, qui partage un emploi en quelque sorte avec un club, voire une ville. Mais ça peut être aussi des prestataires qui sont rémunérés en tant que travailleurs indépendants et qui sont missionnés par la Ligue pour intervenir au sein de l'ETR dans une action ou dans une autre. On peut aussi, on l'envisage avec une ligue, d'avoir un coordonnateur bénévole parce que c'est un jeune retraité passionné de billard qui a les compétences parce qu'il a un brevet d'État, etc. Et c'est aussi un autre montage. Donc aujourd'hui, le système n'est pas fermé du tout. Tout est possible. Ce qui importe, c'est d'aller dans cette direction, de commencer à construire quelque chose pour commencer à structurer la ligue. Tu sais que la fédération vient donc d'obtenir son accord des services fiscaux, donc du ministère des Finances, pour délivrer des reçus de dons. Donc tout ça, ça va être officiel bientôt, dans quelques jours. Voilà un outil qui va nous permettre aussi d'avancer sur le terrain des ETR, puisque tu faisais toi-même une allusion aux possibilités pour des jeunes retraités de pouvoir poursuivre leur passion du billard à travers cette structure. On a un exemple actuellement, mais on pourrait en trouver d'autres. Si on trouve des gens qui ont le profil et qui payent de l'impôt sur le revenu à titre personnel, il est tout à fait possible de monter des conventions avec ces personnes et les payer en reçu de dons, en quelque sorte. Donc ça leur permet de récupérer les sommes
qu'elles auraient pu se faire payer par une déduction de 66% sur leur déclaration de l'année suivante. Donc c'est quand même un élément nouveau dans le dossier des ETR. On peut procéder de cette manière. Et ça peut peut-être donner quelques vocations à des personnes aujourd'hui. Oui, je crois que le principe général aujourd'hui, c'est de n'exclure aucune solution, hein, que ce soit le bénévolat, le mécénat, mais aussi les aides financières pour des créations de postes dans le cadre du plan sport-emploi ou sur les emplois d'avenir. Il y a une multitude de dispositifs ou de solutions. L'essentiel aujourd'hui, c'est que chaque ligue sente la nécessité d'aller dans cette voie. La fédération assure un soutien dans le montage et dans la mise en place de ce dispositif. Un soutien, un accompagnement même, hein. L'idée, c'est de conseiller, mais aussi d'aider à former les gens, de travailler sur des dossiers, de mettre à disposition, de mutualiser les dossiers qui ont été développés dans telle ou telle autre région, etc. Donc l'utilité devient évidente. Je rappelle quand même l'essentiel de ce dispositif, c'est quand même de travailler sur les trois axes principaux qu'on avait définis à l'époque, que sont le développement des écoles de billard dans les clubs, le haut niveau 3 bandes, parce qu'il n'y a que cette spécialité reconnue de niveau, et également la structuration et le développement des billards à poche dans la région. Donc voilà trois axes qui sont identifiés pour les ETR. Là aussi, on n'est pas obligé de commencer sur les trois axes. On peut mettre en place l'ETR, ne travailler que sur un axe, ou les billards à poche éventuellement, en fonction de la situation de la ligue, ou éventuellement le développement des écoles de billard. On peut commencer sur un axe et aller en montant en puissance progressivement. C'est pas un souci. Le plan école de billard a plus de 10 ans, peut-être même 15 ans, tu vas nous donner ces précisions. Et aujourd'hui, donc, on sait tirer des enseignements de cette période. Et j'aimerais bien que tu t'exprimes un peu là-dessus par rapport à ce que l'on peut donner comme information à nos dirigeants de ligue en particulier sur le bien fondé d'aller sur le terrain des ETR. Ah, effectivement, on a inscrit comme l'un des trois axes de l'ETR la formation d'école de billard avec son corollaire qui consiste à former des animateurs, des initiateurs, parce que c'est effectivement l'élément clé pour relancer nos clubs qui en ont bien besoin et les restructurer pour développer la pratique. Les formations d'animateurs de clubs telles qu'on les connaît aujourd'hui ont commencé en 1996 sur le programme fédéral, et la labellisation des clubs comme école de billard a commencé en 2003. Donc ça fait un certain temps maintenant qu'on travaille sur le sujet, on commence à le connaître, on commence à avoir des retours sur ce qui s'est passé, ce qui est utile et intéressant à développer et ce qui l'est moins. C'est la raison pour laquelle on a inscrit cet axe de travail sur les ETR, parce que c'est fondamental pour notre discipline et nos structures. On sait aujourd'hui que les clubs qui se développent sont des clubs qui ont développé une école de billard efficace, capable de recruter différents publics et d'une certaine manière rééquilibrer la pratique du billard à l'intérieur du club. Il y a un des dangers principaux, c'est le déséquilibre qu'on constate dans les pratiquants d'un club. S'il n'y a que des actifs ou que des retraités ou que des jeunes, c'est plus rare mais ça existe, la population du club est déséquilibrée et ça ne fonctionne pas. Donc l'école de billard dans un club a cette capacité de permettre de rééquilibrer les populations fréquentant le club et pratiquant le billard. Donc rééquilibrage des populations, mais aussi augmentation des effectifs. Donc dans les moins bons cas, quand le club a créé une école de billard, même si elle n'est pas très efficace, elle permet au club de se maintenir quand même et de garder un potentiel de relance ou de développement. Ce qui nous inquiète le plus, c'est évidemment les clubs qui n'ont rien fait dans ce domaine, qui ont laissé les choses un peu décliner et qui n'ont pas mis en place de structures d'accueil, de découverte de la pratique, qui ne sont pas tournés vers l'extérieur, qui ne sont pas inscrits un peu dans les activités
de la cité, hein, de la ville dans laquelle il se trouve. Et là, il y a vraiment un danger aujourd'hui de disparition. Je pense que autant on ne le sentait pas au milieu des années 90 quand on a mis en place ces formations d'animateurs, on ne savait pas trop à quoi ça servait à l'époque. Les écoles de billard un peu plus tard, les clubs étaient un peu dubitatifs également. Aujourd'hui, quand on constate le déclin dans certains clubs, le déclin de la pratique et des structures dans certains clubs, on en perçoit mieux, enfin, on en perçoit mieux l'utilité. Et je pense qu'on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui à sentir qu'il faut effectivement réagir pour relancer la pratique. Bien, Marc, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos présidentes et présidents de ligue sur ce sujet-là, qui est au cœur quand même de nos préoccupations fédérales? C'est simplement leur dire que on comprend bien les difficultés liées au mode de fonctionnement historique de chaque ligue régionale, mais je crois qu'il est utile et important de remettre à l'ordre du jour l'étude de ces dispositifs dans chaque région, quelle que soit sa taille, quelles que soient ses problématiques. On peut adapter le dispositif aux problématiques locales, justement. On peut trouver des solutions. Et ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie volonté de la fédération de travailler avec chaque ligue, hein, vraiment d'établir une collaboration. Pourquoi pas signer des conventions pour structurer en fait tel ou tel sujet. Aider les ligues à aller chercher des financements. Le financement CNDS, c'est fait pour le développement de la pratique du sport pour tous. Donc ce sont des financements qu'il faut aller capter au niveau des ligues et des comités départementaux. On est prêt d'ailleurs à se déplacer dans les ligues pour aller discuter de ce projet avec les membres du comité directeur de la ligue, c'est pas un souci. Et on peut aussi organiser au niveau régional ce qui a été fait au niveau national à Orléans l'année dernière, à savoir des assises régionales pour partager ses préoccupations avec chaque président de club, chaque responsable de formation de club éventuellement. Donc voilà, tout est possible. Je crois que l'idée maîtresse aujourd'hui, c'est de retisser des liens et de mettre des passerelles entre les différents niveaux de structure de la fédération pour servir le projet commun qui est de relancer, de développer la pratique du billard dans nos clubs. Très bien, bon merci Marc et puis à bientôt. À bientôt. Louis Edelin, ancien très grand joueur de la fédération, moniteur fédéral chargé de la formation et du réseau des écoles de billard. En 2014, on va noter que la labellisation des clubs billard aura 10 ans. C'est peut-être le bon moment pour faire un petit bilan de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première aventure de 10 ans des écoles de billard à la fédération? Effectivement, ça fait bien faire 10 ans que le label a été créé. Je dirais qu'on a eu une progression assez lente du nombre de labels dans les premières années et que cette progression s'est accélérée sur les 3 ou dernières saisons pour atteindre 136 l'année dernière. Aujourd'hui, il y a eu un tout petit ralentissement qui provient essentiellement pour moi de la rigueur des critères, je dirais, pour éviter qu'il y ait une trop grande facilité à obtenir le label sans qu'il y ait vraiment d'école de billard fonctionnelle. C'est aujourd'hui, je pense, le plus gros chantier de nos avancées. Il faut absolument arriver à améliorer la qualité des écoles de billard, qui n'est pas suffisamment satisfaisante aujourd'hui pour une grande majorité d'entre elles. Alors pour ça, il faut multiplier les formations d'animateurs de clubs, ça c'est évident. Mais je pense qu'il faut surtout un relais régional, c'est-à-dire un accompagnement plus étroit des ligues, des responsables formation jeunesse auprès des clubs, des ETR bien sûr, auprès des clubs labellisés. Pas forcément ceux qui marchent bien, mais surtout ceux qui ont des difficultés. Et c'est un travail qu'il faut engager rapidement, je dirais. Oui, je pense à
une initiative prise, en tout cas par un comité départemental, et que j'avais trouvé original, où en quelque sorte, il imposait au président de club de faire la formation d'animateur de club, en contrepartie d'une aide du comité départemental, soit sous forme de jeux de billes, soit sous forme de tapis, etc. J'avais trouvé ça intéressant, d'abord parce que c'est pas contraignant. On ne peut pas dire qu'un président de club soit sous la contrainte de faire une formation d'animateur. Mais je pense que c'est peut-être une piste qu'on pourrait du moins proposer à l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est indispensable de multiplier dans les formations d'animateurs de club la présence des présidents de club pour justement les éveiller sur les différents enjeux de des clubs en France. Mais par contre, je suis pas, ça ne suffit certainement pas, hein. Le travail de fond, c'est l'aménagement, la proximité, l'accompagnement au quotidien des clubs de billard dans leur fonctionnement, en termes de recrutement, en termes d'animation. Il y a beaucoup de travail à faire. Par exemple, on se plaint, les clubs se plaignent principalement de la perte éphémère des jeunes. Je pense que là-dessus, il y a un gros travail dans l'encadrement lui-même, hein, où on est encore trop axé sur des cours marginaux, alors qu'il y a des notions d'entraînement qui sont délaissées, qui sont fort intéressantes. On le voit d'ailleurs dans les clubs où ça marche, où il y a des jeunes. On voit que la pratique sportive, on va dire, prend rapidement le dessus. Et c'est ça qui permet aux jeunes de poursuivre la pratique. Et si ça ne se fait pas assez rapidement, ben les jeunes se délaissent, et puis abandonnent. En conclusion, qu'est-ce que l'on pourrait dire aujourd'hui à destination de nos clubs pour aller dans le sens de la création d'écoles de billard, de l'amélioration de l'existant, etc. Tu es au cœur du dispositif de la nouvelle équipe fédérale aujourd'hui, donc tu sais qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont sur le point d'arriver à la disposition des clubs. Quel est ton point de vue global sur tous ces outils et les recommandations que tu pourrais faire pour que le dispositif du réseau des écoles de billard s'amplifie et s'améliore en qualité? Ça, c'est une initiative qui est fondamentale, à mon sens, parce qu'il faut absolument aider les clubs en leur offrant les moyens de pouvoir se rapprocher des écoles ou des différents organismes municipaux pour faciliter l'accès à la pratique et tendre vers une fidélisation des différents nouveaux publics. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'il faut également continuer à travailler sur les formations à la fois initiales et continues des animateurs. Il faut changer l'état d'esprit de l'animation telle qu'elle est encore conçue dans trop de clubs aujourd'hui, en intégrant plus de notions de pratique, d'accès à la compétition et d'entraînement. Aujourd'hui, on est trop cantonné dans un état d'esprit de cours marginal qui n'est plus du tout d'actualité, qui est complètement obsolète. Donc tu dis l'ouverture l'aspect, dans un premier temps, l'aspect ludique de la discipline en fait. Oui, par exemple dans les formations d'animateurs, on insiste sur la phase pratique, c'est-à-dire d'inclure la phase pratique dans la séance d'encadrement. On sait aujourd'hui que c'est fait de façon très rare. L'utilisation des outils, on en parlait tout à l'heure, le CADBI est encore très marginalisé. Il n'est pas suffisamment utilisé pour des gens qui débutent. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut absolument renforcer si on veut avoir une chance de faire évoluer les choses. À ce jour, donc on peut quand même considérer que, même avec difficulté, le plan des écoles de billard a fonctionné. Il a fonctionné parce qu'il y a effectivement une prise de conscience dans un certain nombre de structures, donc ça c'est un point très important.
Il y a un phénomène de tache d'huile qui s'est aussi créé, donc qui s'est mis en place, donc ça c'est important. Et il y a encore quand même beaucoup de travail à faire sur tous les clubs qui sont laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes et auxquels il faut faire très attention sur le fait qu'ils baissent leurs effectifs très rapidement et qu'ils dépassent un point de non-retour, comme déjà pas mal de clubs que l'on le connaît. vivent. Bien, donc on va considérer qu'on n'attendra pas 10 ans pour faire un prochain point. On essaiera d'en faire plus régulièrement. Et surtout parler un peu des succès de certaines écoles qui méritent d'être connues pour les exemples. On a déjà commencé à faire quelques petits films sur certaines écoles. On va continuer. On va parler aussi des écoles plus petites pour essayer de bien percevoir l'état d'esprit qui règne dans ces clubs. Eh bien, Louis, merci de toutes ces informations et puis à très bientôt. À très bientôt, Alain. Merci. Temps de revenir dans la belle salle du DSB à Douarnenez. Et merci de nous accueillir, Greg. On avait fait un sujet sur l'école de billard il y a quelques mois. Là, aujourd'hui, je suis venu te parler de l'ETR, puisque tu es coordinateur de l'ETR Bretagne. Ça fait déjà maintenant quelques années. On voudrait faire le tour de la question à titre d'exemple, hein, évidemment. Est-ce que tu pourrais nous parler d'abord de l'origine? Quelle a été la démarche de la Ligue de Bretagne à l'époque, quand on s'est penché sur le dossier? En fait, quand la fédération a voulu lancer les ETR au niveau national, donc, par ta présidence, donc, tu as souhaité te porter candidat pour la Ligue de Bretagne. Donc la première des choses, c'est qu'on a souhaité rencontrer Marc Massé pour qu'il nous explique le principe d'une ETR. Donc on l'a rencontré au championnat d'Europe par équipe à Dinard, où une petite réunion de 2 heures, il nous a expliqué tout ce qu'il fallait mettre en place. Et donc on a rempli les différents dossiers au niveau de la région. Et donc l'ETR, en l'espace de 2-3 mois, s'est monté. Donc on a pu débuter en septembre 2010. Donc il n'y a pas eu on peut dire qu'il n'y a pas eu d'obstacle particulier, c'était assez limpide comme... Oh non, au niveau de la constitution de l'équipe, j'ai tout de suite trouvé du monde. Après, il a fallu trouver en place le financement. Mais ça n'a pas non plus été un frein particulier. Mais je parlais du dossier administratif vis-à-vis de la DRJS et tout ça. Non, il y a des conventions d'objectifs à remplir. Bon, le gros du travail, c'est au départ, mais ensuite, une fois que ça c'est fait, donc c'est bon. Donc ça peut aller c'est très pas vite. un frein, hein, si on a la volonté de le faire, ça va très vite en fait. Hein. Ouais. Nous savons que les ligues elles sont peu nombreuses quand même, il faut le dire, hein, qui s'intéressent aujourd'hui à un projet de création d'une ETR. Nous parlent souvent du problème du financement du poste, etc. Donc on revient toujours sur les problèmes de salariés, etc. Bon, le discours que l'on connaît depuis très longtemps, que les gens ne veulent pas créer des emplois salariés dans les ligues, etc. Bon. Alors, tu as indiqué tout à l'heure que la Ligue de Bretagne avait fait un choix. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques quel était ce choix à l'époque. En fait, il y avait deux solutions. Soit on présentait un plan sport-emploi, donc il y a un financement de la région, mais il y a très peu de ligues qui arrivent à avoir ce PSE-là. On a fait la tentative une année, mais donc on ne l'a pas eu. Et de toute façon, c'est au minimum un mi-temps, et moi, je n'avais pas la disponibilité vraiment pour m'occuper à mi-temps de ce poste-là. Donc en fait, la Ligue a opté pour l'option d'augmenter la licence de 5 €. Donc c'est 5 € par licencié, donc contribuant à la mise en place de cette équipe technique régionale. Donc grosso modo, ça te fait un appoint qui passe à travers le club de Douarnenez, qui est le club support, on va dire, hein, du projet, puisque tu es membre du club et en même temps tu travailles pour le club. Bon, ça fait un apport qui correspond à combien par an? Au départ, on est parti sur 4 500 € et puis ça a augmenté très légèrement, mais on est à un petit peu moins de 5 000 € maintenant. Donc en fait, c'est une mise à disposition. Moi, je reste salarié du club de Douarnenez en CDI, mais donc j'ai un nombre de missions à faire. J'ai pas un nombre d'heures, mais donc à hauteur de un petit peu moins de 5 000 € par an. D'accord, ok. Donc ça se fait c'est du gentleman agreement. Voilà, tout à fait. Bon, c'est bien. Donc elle a été formée il y a 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans. 4 ans, donc le groupe, donc est-ce que tu as eu des difficultés pour rassembler autour de toi des gens pour les différents postes que tu souhaitais? Non, l'équipe s'est constituée assez rapidement. Donc, il y avait 4 postes à trouver. Donc, il y avait un responsable billard à poche,
un responsable carambole, un responsable santé, un responsable arbitrage. En l'espace d'un mois, donc tous les postes étaient pourvus et puis on a pu donc lancer l'équipe et puis 4 ans après, c'est toujours la même équipe. C'est la même équipe, donc c'est très stable. Mmh. Donc je vois à travers l'ETR une communication propre à l'ETR, puisque la newsletter que vous éditez régulièrement, de qualité d'ailleurs, je dois dire que c'est qui pourrait d'ailleurs servir à d'autres ETR si elle le demande. Hein. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de difficulté. Ce travail a été fait et c'est assez bien perçu de la part de nos licenciés à la Ligue de Bretagne. Donc, ça fait combien maintenant de newsletters sur des sujets très précis que Là, on en sort une par an, une par mois, sauf l'été. Donc, on doit en être à une petite trentaine de newsletters. Donc, c'est une newsletter tournante. Donc, ça parle soit du carambole, soit du billard à poche, soit de la santé, soit de l'arbitrage, et un petit peu aussi de tout ce qui est chiffres au niveau des animateurs, des formations d'animateurs, des écoles de billard, des licenciés de la Ligue. On voit un petit peu les sujets. D'accord. Alors, parlons bilan en 4 ans. Par rapport aux objectifs de l'ETR, on en est où aujourd'hui? Vous êtes parti d'où? Parle-nous de tout ça, si tu veux bien. Quand on a lancé l'ETR, il y avait 5 écoles de billard donc, en Bretagne, essentiellement carambole. Donc, en début 2014, donc 3 saisons pleines après, on en est à 15 écoles, dont 3 au billard à poche. Parce qu'au début, le billard à poche ne s'ouvrait pas aux écoles de billard. Donc là, on en a 12 au carambole et 3 donc, au billard à poche. Et l'effet de la création des cales de billard à poche sur les clubs me semble assez bénéfique, puisque je vois des clubs comme Torigny-Fouillard, comme Kawenek, sont des clubs qui ne cessent de progresser en effectif. C'est assez impressionnant. Je vois, Kawenek, ils sont passés pratiquement à 43 adhérents, alors qu'ils n'existaient pas il y a 3 ans. Ils n'existaient pas. C'est une création. Ouais, c'est une création. Donc, en termes de formation d'animateurs de clubs, tout ce qui va concourir à la vie des écoles de billard, on en fait combien par an? Alors donc, depuis 4 ans, on met en place 2 stages CFA d'animateurs par saison, un au carambole et un au billard à poche. Et à partir de cette saison, on va passer à 1 au carambole et 2 au billard à poche, parce qu'il y a énormément de demandes. Donc au début de l'ETR, il y avait une 50aine de formateurs sur la Ligue. On est passé maintenant à 110, dont déjà une 40aine au billard à poche. Donc la première des choses avant de lancer les écoles, c'était de former des animateurs billard à poche. Donc ça, c'est en train de se faire et on voit qu'une seule session par an ne suffit plus au billard à poche. Donc c'est très positif. D'accord, donc c'est très encourageant. Quand on regarde les écoles de billard, dont évidemment il y a celle de Douarnenez qui est maintenant, dont on a parlé dans le petit film précédent, qui est devenue une des grandes écoles de la fédération. Quand on a 30 et plus de gamins, on rentre dans le top 3 des écoles de la fédération, c'est évident. Et la question que je me pose, c'est par rapport aux petites écoles, est-ce que vous avez une veille pour regarder comment elles survivent, s'il n'y a pas des risques qu'elles disparaissent, le soutien que vous avez par rapport surtout à ceux qui commencent sur ce terrain-là? Ce que j'ai bien expliqué donc, au président de club qui hésitait à lancer une école de billard, c'est que l'école de billard n'est pas que destinée aux jeunes à la base. C'est vraiment avoir une structure d'accueil, et si au début on n'a pas de jeunes, on peut le lancer vraiment pour ces adultes, pour avoir des créneaux de formation. Et donc les premières écoles, vraiment les petites écoles qui se sont lancées, ne se sont ouvertes que pour des adultes, mais au moins peuvent communiquer auprès des parents et des enfants en ayant des créneaux horaires disponibles pour ces formations-là. Et on voit que même les écoles de billard qui ne se sont créées qu'avec des adultes arrivent petit à petit, alors ça marche plus ou moins bien selon les clubs, mais à trouver des jeunes et à pouvoir progressivement augmenter les effectifs. D'accord. Je me rappelle de la réunion qui réunissait donc les gens de la DRJS et puis le président du CROSS Bretagne à l'époque, à l'origine. Et en partant, donc, il nous avait officiellement annoncé que l'ETR était accepté. Je me rappelle qu'il nous a dit, en partant, qu'il était très content que le billard rentre dans la grande famille du sport, parce que pour lui, une fédération ou une ligue qui n'a pas d'ETR, ça fait partie des nains, quoi. Il ne s'est pas pris très au sérieux. Hein. Il
participent au mouvement, mais ce n'est pas pris très au sérieux. Donc, il nous avait dit, vous faites partie d'immeubles maintenant. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises comment c'est perçu de ton point de vue quand tu as les relations avec l'administration du sport aujourd'hui. Est-ce que tu ressens cet effet-là? Ouais, bah, avoir pris le risque de la structuration, maintenant, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un dialogue vraiment avec la région qu'on n'avait pas avant. On est vraiment pris au sérieux, comme un sport à part entière. Donc ça a facilité quand même les dialogues avec les différentes instances. Bon, s'il n'y avait pas les problèmes budgétaires aujourd'hui qui polluent un peu, évidemment, notre développement à tous, hein, pas spécifique au billard, est-ce que tu penses qu'on aurait tiré un peu plus de profit financier, je veux dire, un peu plus, on aurait plus... On n'est pas tombé à la bonne période. Ouais, c'est sûr que là, tous les budgets sont plutôt à la baisse, mais il y a quand même des fonds possibles et de toute façon, c'était obligé qu'on passe par là et ça ne peut être amené qu'à progresser. D'accord. À l'heure actuelle, quelques ligues se travaillent effectivement avec le DTN pour la création d'ETR. Donc, certaines semblent effectivement bien positionnées pour le faire. On est confiant. D'autres, ça ne paraît pas si évident que ça, mais il y en a beaucoup qui, de toute façon, n'ont pas déclaré de projet. Donc nous, on souhaiterait accélérer la création d'ETR dans les ligues. Ce n'est pas facile, hein. Marc Massé, c'est bien, ça fait des années qu'il travaille sur le sujet et on n'arrive pas pour l'instant à enclencher suffisamment d'ETR. Que peut dire le coordinateur de l'ETR Bretagne pour motiver les ligues, les présidents de ligues et les comités directeurs des ligues à aller sur ce terrain de la création d'ETR? Bah, faut foncer, quoi. Si à la moindre barrière on n'y va pas, on ne montera jamais le projet. Mais il n'y a pas tant que ça de frein à la création d'une ETR. On n'est pas obligé tout de suite de voir non plus un salarié à 35 heures pour monter une ETR. Mais après, ça fait partie intégrante, par exemple, les bons chiffres de la Ligue de Bretagne en termes de licenciés, d'écoles de billard et tout ça, est dû pas qu'à l'ETR, mais ça en fait partie. On est passé en l'espace de 4 ans de moins de 600 licenciés à 970 cette année. Donc c'est dû à la structuration du billard à poche, mais c'est également dû à l'ETR. Donc je vois que des points positifs à essayer de lancer au maximum ce projet-là. Donc en fait, en conclusion, hein, puis on va dire que l'ETR de Bretagne encourage toutes les ligues à aller sur ce terrain-là. Foncez, faites-le. Il faut foncer, il faut y aller, il faut se donner les moyens de ses ambitions si vraiment on veut. La fédération, avec Marc Massé, le DTN, et Louis Delin, donc, sont à la disposition des ligues. Ils sont vraiment là pour aider au début. Réagissent vite, elles sont des bons conseils, on soutient les projets. Donc aujourd'hui, quand on voit les résultats de Bretagne, on peut effectivement dire aux gens, allez-y, c'est le choix qu'il faut faire maintenant pour l'avenir du billard en France. Tout à fait. Bien Greg, merci et bonne fin de saison. Salut. Salut.